Moi, je suis directeur général d'EdTech France, qui est une association qui fédère aujourd'hui près de 300 entreprises de la filière EdTech française, dont un certain nombre sont présentes ici et là. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient se sentir concernés par le sujet à nous rejoindre s'ils sont entrepreneurs EdTech. Alors, une belle table ronde ce soir. Je vais vous relire le titre, parce qu'il est très long, mais il est assez compréhensible. En quoi les EdTech sont une réponse aux problèmes d'infrastructure, de formation et d'éducation en général en Afrique. Bon, heureusement qu'il y a en Afrique, parce que la question pourrait se poser aussi en France parfois. Et évidemment, en Afrique, les problématiques ne sont quand même pas tout à fait les mêmes. Et pour aborder ce sujet, on a 4 experts, enfin je devrais dire 3 expertes et un expert, parce que pour une fois, il y a plus de femmes que d'hommes et je m'en réjouis. Alors on va commencer par Tiffaine Duché, qui est vice-présidente VP Operations de chez Teach & Mars. J'ai bon ? Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est ? Dis-nous simplement en 2 mots, qu'est-ce que c'est que Teach & Mars ? En 2 mots, donc nous on est éditeur de logiciels et on propose une plateforme de formation digitale pour permettre aux organismes comme la fac de diffuser facilement des contenus de formation aussi bien sur un téléphone, donc sur un mobile, que sur une plateforme web. Le mobile learning, c'est ça dont on va beaucoup parler. Et en téléchargeant l'application, vous pourrez vivre votre première expérience en tant qu'apprenant de mobile learning. Nicolas Chany, alias Nico Chany sur Twitter, qui est DG de Webforce 3 et également président de l'Internet Society France. Alors tu vas devoir nous expliquer en quelques mots ce que sont Webforce 3 et l'Internet Society France, Nicolas. Alors j'ai un problème technique. Ah, faut monter. Ah, je suis plus fort en Internet que en micro. Désolé. Bonsoir. Donc Webforce 3, c'est un réseau d'écoles, 50 écoles en France. On forme au métier du numérique avec une filière développement, une filière système et réseau et une filière marketing digital. On existe depuis 6 ans. On a déjà formé 5000 personnes et on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et on fait nos premiers pas à l'international. On avait déjà fait quelques pas au Luxembourg, mais il y a des gens qui nous disent que ce n'est pas vraiment l'international. Je sais pas. Mais en tout cas, on fait nos premiers pas au Maroc, mais on a démarré juste avant le confinement. Et puis, vous le savez, au Maroc, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et puis, avec la fac, on est en plein dedans, notamment avec un projet sur le Nigeria. Et puis, j'ai une autre casquette, effectivement, et en 2 mots. L'Internet Society, c'est une ONG internationale qui existe depuis 1992 et qui représente les utilisateurs d'Internet dans toutes les instances de la gouvernance de l'Internet, avec également une fondation qui finance énormément de projets. Et je préside le chapitre français de cette ONG. Très bien. 2 casquettes dont on va parler. Laura Maclay, qui est CEO de Moodita. Alors, tu vas nous dire ce que signifie Moodita et on comprendra. Ok, alors Moodita signifie joie collective et c'est une des vertus du bouddhisme. Alors je sais, ça fait un peu bizarre soudainement dans les éléments de langage EdTech, mais c'est très sérieux. Quand j'ai monté ce projet il y a presque 2 ans, je suis partie d'un simple constat qui est mon constat d'enseignante, puisqu'à la base c'est mon cœur de métier, et d'ingénieur pédagogique, puisque ça fait 15 ans que j'accompagne des structures à concevoir leur projet éducatif sur tout ou partie, mais en s'interrogeant d'abord à la stratégie de positionnement du projet dans les écosystèmes, vraiment à s'implanter sur les territoires, en réfléchissant vraiment aux utilisateurs finaux, que ce soit avec de la tech ou sans tech. Et j'ai eu envie de réinsérer ce mot de joie et de partage, parce qu'on le sait tous et toutes, sans joie, il n'y a pas d'apprendre. Voilà. Voilà, le jeu collectif, c'est dont on a besoin, en plus, en particulier. Oui, ça, je trouve que c'est pas mal en ce moment. Après la tristesse individuelle, place à la joie collective. Et Aïda Diab, qui est DG d'Asfored. Alors moi, je suis confus, mais j'ai découvert Asfored en préparant cette table ronde et je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de cette belle maison ? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux dire un peu plus ? Voilà. Bonsoir. L'Asfored est le centre de formation de l'édition. Nous formons des jeunes par la voie de l'apprentissage. Chaque année, environ 150 jeunes passent par nos formations sur l'ensemble des process
du livre, que ce soit livre papier comme livre numérique. Et à côté de cela, c'est la formation continue, la formation pour adultes. On forme les actifs, les start-upers. Alors, contrairement à l'Esfored, à 47 ans d'existence, mais avec un état d'esprit de start-up, parce qu'on forme des jeunes, on les accompagne, ils créent leur structure. Il y a beaucoup de maisons d'édition où leurs dirigeants sont passés par nous. Et on a des projets divers et variés à l'international, dans les pays asiatiques, la Chine, mais également récemment l'Inde, mais en Afrique, dans les pays francophones, pour accompagner des éditeurs à professionnaliser et avoir une production éditoriale locale, qu'elle soit digitale ou bien papier. Alors justement, la première question elle va être pour toi, donc garde le micro ouvert, puisque quand on a préparé cette table ronde, parce que contrairement à une idée parfois répandue, je travaille en amont, tu as évoqué une belle expression j'aimerais bien que tu reviennes, celle de la famine du livre en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Alors, l'Afrique, c'est un continent qui ne produit pas de papier, il n'y a pas de forêt. On sait que aujourd'hui, la transmission de savoir depuis des siècles et des siècles, depuis l'humanité, a été transmise à partir d'un support physique qui était papyrus. Après, voilà, évolué, on a le papier. Et aujourd'hui, l'Afrique dépend beaucoup de l'étranger pour se fournir en papier. Le papier, le cours du papier, c'est comme la bourse, ça fluctue en haut et en bas et qui sont vraiment dépendants des donations. La donation du papier, la conservation du papier est très très particulière, très fragile. L'humidité, la chaleur, la température. La fabrication de papier aussi, la colle doit être adaptée par rapport à la température et aux conditions climatiques dans lesquelles le papier, le livre doit être fabriqué. Et le parc machine pour imprimer le papier, en Afrique, ils sont contents d'avoir des fois une imprimerie, sauf qu'un parc qui est très très vieillissant, très ancien, et ils ont un problème de maintenance, de problème de formation sur leur parc machine. Déjà, ces conditions-là sont très complexes. Les deuxièmes conditions, il n'y a pas de réseau de distribution, il n'y a pas de librairie. Les routes pour assurer la distribution et la diffusion du livre, c'est quelque chose qui est vraiment un très très grand obstacle. Et le LaTeX, le digital, c'est une chance inouïe pour l'accessibilité au savoir. L'Afrique, c'est un continent jeune, avec la moyenne d'âge, c'est 30 ans, où il y a une classe moyenne qui émerge, avec une évolution démographique très importante, sans parler du livre en tant que bien culturel et de loisir, en tant que bien tout simplement d'apprentissage. On manque en Afrique de professeurs, d'enseignants. Ils ont envie toujours de voyager à l'étranger pour faire leur formation et leur diplôme. Les universités, les écoles, quand il y en a, sont surchargées. Là aussi, rien qu'en outils de transmission de savoir, d'éducation, de formation, des formations de base, c'est primordial et indispensable. Et sans oublier l'aspect culturel, l'Afrique, c'est une richesse inouïe en termes de langues qui sont en voie de disparition. Tous les jours, on dit que dans le monde, il y a 5000 langues par an qui disparaissent. Ça, c'est selon les statistiques de l'UNESCO. Tous les 15 jours, il y a une langue qui disparaît dans le monde. Et dans l'Afrique, vu que la tradition, elle est très orale, du coup, avec la mort des générations vieilles, forcément, ça part avec eux une histoire et l'humanité, des contes. On connaît bien l'Afrique avec beaucoup des traditions. Ça aussi, tout ça disparaîtra et on sait derrière tout cela, il y a de l'apprentissage de beaucoup de savoir à travers ces générations, à travers ces civilisations. Bon, je ne vais pas être trop longue, mais on peut parler pendant des journées et des journées sur ces problématiques où l'ODTech peut venir vraiment en aide.
là, j'ai cité vraiment l'éducation à l'école avant tout. Et à partir de cela se déclinera aussi le livre en tant qu'objet de loisir. Et avoir des maisons d'édition là-bas, c'est quand même... il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, le décor est parfaitement planté. On voit toutes les difficultés, qui sont aussi des opportunités, auxquelles est confronté le continent africain. Et le numérique peut-être pour venir au secours, d'une certaine manière, du livre et du papier. Cette dépendance également à l'égard de l'étranger, Nicolas, on en a parlé, ça fait partie des sujets sur lesquels vous intervenez avec à la fois Webforce 3 et puis l'Internet Society. Je vais parler de la localisation et des problématiques locales. Oui, en fait, au sein de l'Internet Society, en fait, on a une fondation donc qui s'appelle la Fondation Internet Society et qui s'occupe de favoriser soit des connexions, des problématiques d'accès à Internet, etc. Et en fait, on a engagé un gros programme qui a été engagé en 2010, qui était pour favoriser la localisation du contenu. Parce qu'en fait, un des points qui était constaté, c'est que déjà on avait dans énormément de pays des problématiques de connexion en tant que telle, mais en plus on avait des problématiques on va dire d'hébergement, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui faisait une application localement, il allait plutôt essayer de l'héberger aux États-Unis parce que ça allait lui coûter moins cher, et du coup en fait on passait notre temps à financer de l'interconnexion pour finalement aller chercher des contenus qui n'étaient pas localisés sur place, mais qui étaient localisés soit en Europe, soit aux États-Unis. Et donc l'Internet Society a engagé un énorme programme de financement de points d'interconnexion, avec l'objectif de ramener soit du contenu localement, soit de ramener ce qu'on appelle des Content Delivery Network, donc en fait des gens qui rapprochent le contenu des utilisateurs. Et ça, c'est un gros travail qui a été fait. Et l'objectif, c'était que sur un peu plus de 10 ans, alors c'est pas totalement atteint, mais c'était qu'on renverse. À l'époque, il y avait à peu près 30% du contenu qui était consommé localement, et puis 70% qui l'était pas. Et l'idée, c'était de renverser, d'obtenir un 80-20. Aujourd'hui, on est plutôt à 60, on est dans l'inverse. On est plutôt à 70-30. Et par exemple, dans les projets qu'on mène avec la fac sur le Nigeria, un des choix qu'on a fait, on aurait pu se dire, bon ben on reste, on adapte nos applications, on fait ça depuis l'Europe, et puis également avec Teach on Mars, on fait ça depuis l'Europe. Mais là, on a choisi, par exemple, avec Teach on Mars, on a choisi d'aller chercher un opérateur qui s'appelle SomeView, qui est un Content Delivery Network, qui est installé dans les pays d'Afrique, et qui fait que du coup, quand les utilisateurs vont accéder au Nigeria à nos contenus, ils ne vont pas juste utiliser un point de transit pour aller en Europe ou aux États-Unis, mais le contenu il va vraiment être hébergé localement. Donc aussi des économies pour tous ces acteurs locaux. Donc c'est des points qui sont extrêmement importants aussi quand on conçoit des applications dans ces pays-là. On relocalise le contenu, on le rapproche au plus près des utilisateurs. Et alors, au début, je vous donne la parole, vous avez remarqué, parce que vous êtes un peu timide, c'est le début. Et puis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en table ronde, mais après, vous avez le droit de la prendre. Donc, sentez-vous libre. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à prendre votre micro. Ça va m'amener à Tiffaine, justement. Donc, Laura, tu as compris qu'après, il y aura une question pour toi. Voilà, mais on pourra faire vivre ça différemment. Ces contenus, une fois qu'on les a, comment est-ce qu'on les distribue? Quelles sont les problématiques particulières du continent qui font qu'on ne peut pas nécessairement distribuer les contenus là-bas comme on le ferait en Europe, aux États-Unis? Ce qui est intéressant de voir, en tout cas nous, ce qui nous anime dans l'accompagnement de l'Afrique sur des problématiques de mobile learning, c'est deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'en fait, en Afrique, le mobile est le PC numéro 1. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait cette révolution, le truc de saut de la grenouille, là. Donc, leur écran, celui sur lequel même ils vont consulter, alors nous aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais leur banque, bien sûr les réseaux sociaux, etc., c'est le mobile, et ils ne sont pas du tout passés par le PC avant. Et comme nous, effectivement, on a cet engagement de mobile first, c'est-à-dire qu'on a pensé notre plateforme avant tout pour le mobile, ça fait déjà un premier accélérateur pour favoriser l'appropriation. La deuxième chose, c'est que sur le continent africain, la sensibilisation à la pédagogie, à la formation, à l'apprentissage n'est pas forcément la même qu'en Europe. Alors, je ne veux pas stigmatiser, mais c'est vrai qu'il y a une envie, il y a un appétit
qui est débordant, et là où des fois nous on peut être confrontés à des gens qui sont un peu blasés par une formation, eux ils sont vraiment en demande. C'est aussi ce que tu disais, Aïda, parce que peut-être il y a aussi eu des réserves, ou en tout cas des frustrations, le fait de ne pas pouvoir accéder facilement à certaines connaissances, à certains savoirs. Là-bas c'est vraiment le savoir, c'est le pouvoir agir, le pouvoir changer, le pouvoir évoluer, qui est une conscience qu'on n'a peut-être pas aussi fine ici. Donc, en fait, c'est un amour réciproque, entre guillemets, puisque mobile first et envie d'apprendre, c'est vrai que le mobile learning, on passe déjà la première frontière, le premier obstacle qui est de toucher et d'engager l'apprenant. Une fois qu'on a engagé l'apprenant, effectivement, il faut lui faciliter la vie. Il faut lui faciliter la vie d'un point de vue technique, c'est-à-dire que ça rame pas, que ça soit pas long à télécharger, et d'un point de vue ergonomique, que ça soit simple, en fait, qu'on n'ait pas à chercher le bouton pour revenir en arrière, ou pour passer plus vite, ou pour revenir au quiz, ou ce genre de choses. Donc, toute cette partie ergonomique qu'on a, nous, travaillé, alors sur des standards qui sont, eux, pas africains, qui sont plutôt universels, puisque, à l'instar des Facebook, des LinkedIn, on a une navigation vraiment très très simple et qui peut être intuitive pour n'importe qui. Donc l'envie, la technologie et enfin les contenus. Et effectivement, les contenus, là aussi, dans ce qu'on se disait, il y a le fond et la forme, il y a le fait de proposer des contenus qui vont éveiller, susciter la curiosité, mais aussi le fait de le proposer dans la langue ou dans les formats pédagogiques qui vont être adaptés. Donc sur les formats, on a tout un éventail d'activités pédagogiques différentes qui peuvent être utilisées justement de manière adaptée pour aller au plus proche des modes d'apprentissage de la cible. Et sur la partie localisation, on a travaillé à vraiment un outil, et ça je laisserai d'autres en témoigner parce que je suis peut-être pas très objective, qui permet de s'adresser à n'importe quel formateur dans le monde. C'est-à-dire qu'on a voulu, dans le back-office de Teach on Mars, créer un outil, ce qu'on appelle un outil auteur, donc pour créer du contenu de formation digitale, un outil que n'importe qui, avec une prise en main très rapide, on vous montre comment ça marche, est capable de faire. Tout ça pour remettre le pouvoir de la digitalisation dans les mains du formateur pour que ce soit lui qui puisse digitaliser son contenu plutôt que toute une boucle en fait de formation. Voilà, je suis désolée, je suis un peu longue, je finis. Et donc ça permet justement au concepteur de concevoir dans sa langue natale, ou ça permet effectivement à d'autres personnes, s'il y a besoin de traduire, d'avoir facilement la capacité de faire soi-même la traduction. Mais alors, ces questions, on les retrouve parfois en France, la question de l'équipement, la question et la connexion du réseau. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans une zone où je n'ai pas de Wi-Fi, où je n'ai pas de connexion? Est-ce que ça marche quand même? Ben voilà, en fait, c'est le fait d'être mobile first, donc d'avoir créé des applications natives qu'on télécharge sur son téléphone. Effectivement, au début, il faut la télécharger. Donc là, il faut du réseau. Ça, c'est inévitable. En revanche, une fois que j'ai téléchargé mon app et une fois que j'ai téléchargé ma formation, j'y ai accès aussi en mode offline. C'est-à-dire qu'elle est enregistrée dans mon téléphone. C'est très léger parce qu'il y a aussi beaucoup de problématiques de capacité sur les téléphones. Donc, c'est très léger et je peux y accéder offline. Donc ça répond à la disponibilité, même là où il y a des problématiques de réseau. Laura, c'est ton tour. Puisqu'on a parlé de contenu, je savais qu'on allait en parler, que j'allais arriver à toi, parce que le contenu, c'est ton dada, comme disait l'autre. Qu'est-ce que c'est produire un contenu pour un dispositif de mobile learning? Est-ce que ça exige une ingénierie particulière? Comment ça fonctionne? En fait, je pense que le secret ultime de l'ingénieur pédagogique, c'est de ne pas créer de contenu, mais d'en faire créer. Pour moi, des contenus qui sont appropriés sont des contenus qui sont créés par les personnes qui sont concernées, ou qui sont experts, ou qui savent aller chercher. Donc, je dis souvent que je travaille comme un chef d'orchestre, ou un peu dans l'ombre. C'est un métier un peu invisible. On sous-estime beaucoup ce métier qui prend du temps, parce qu'il y a beaucoup de documentation, mais aussi d'échanges à avoir avec les publics cibles, sachant que l'éducation, c'est vaste. Créer des contenus pour du scolaire formel sur du niveau primaire, c'est pas la même chose que d'envisager des curricula pour de l'insertion pro sur des segments très spécifiques. Enfin voilà. Donc créer des contenus pour moi, c'est avant tout s'intéresser en effet aux bénéficiaires cibles. Et dans le cas spécifique, je replace dans le contexte de la table ronde, ce que je trouve particulièrement intéressant,
des tech et de l'Afrique et de ce que ça peut amener. Dans mes expériences dans les pays où je travaille en Afrique de l'Ouest francophone, j'ai été frappée de constater qu'à chaque fois qu'il y avait un sujet sur associer une app ou du web, en tout cas de la tech, à des apprentissages, il y avait de la co-création et elle se fait systématiquement sans qu'on ait besoin de l'imposer. Parce que aussi, comme tu l'as souligné Tiffaine, il y a une appétence et un désir fort de tracer des choses aussi, de les capitaliser. Je pense notamment à un projet que j'avais mené avec YouScribe, qu'on écoutera dans la table ronde d'après avec le fondateur, où il s'agissait de travailler l'appropriation de l'app, en fait, qui est une bibliothèque numérique, auprès de formateurs de l'éducation nationale. Donc quelque chose de très institutionnel et très, très cadré, très cadrant. Et finalement, on a vite dévié, et je pense que c'était une bonne chose, vers la création de contenu en langue locale. C'était au Bénin. Et ça s'est transformé un peu en hack d'appli. Et finalement, les usages devenaient beaucoup plus limpides ensuite, in fine, plutôt que de dire voilà, cette app fonctionne de cette manière, grâce à ça, vous pourrez faire ça. Bon, ça suffit pas. Donc pour moi, voilà, des bons contenus, ce sont des contenus qui sont co-créés. Très bien, et j'aime bien l'idée d'avoir des exemples très concrets, alors peut-être les uns les autres dans le désordre. Citez-moi un projet que vous menez ou que vous allez mener avec le continent africain. Qui veut se lancer ? Nicolas, je sens qu'il est in bout. Oui, moi je peux dire deux mots. En plus, ça me permet de rebondir sur ce que Tiffaine a dit sur la participation en fait des formateurs à l'offre. Donc, on travaille en ce moment avec le Maroc sur en fait le déploiement d'un certain nombre de formations. Et en fait, quand on est arrivé, qu'on a présenté ce qu'on faisait, donc la particularité de WebForce 3, c'est on est en réseau d'école, mais on a aussi dès le départ on s'est dit que si on n'avait pas nos propres briques technologiques, on serait moins fort et on aurait toujours besoin de quelqu'un pour se déployer. Alors on travaille avec des partenaires, la preuve, on travaille avec Teach on Mars sur certains sujets, on travaille avec d'autres membres d'EdTech France sur d'autres sujets, mais on va dire le cœur de notre acteur, il est quand même chez nous dans notre propre techno. Et donc des fois on est approché par des acteurs, c'est ce qui nous est arrivé au Maroc, sur l'aspect technologique. Et quand on a discuté avec eux, en fait, on a fait peur aux formateurs. Parce qu'ils vous voyaient arriver toutes les plateformes de e-learning, de LMS, tout ce qui existe. Et en fait, ils avaient l'impression qu'ils allaient être remplacés quelque part. Et l'intérêt, en fait, c'était de travailler avec eux en leur montrant aussi qu'on créait des plateformes qui étaient plutôt des plateformes de complément, en fait. Et qu'aujourd'hui, finalement, quand on enseigne et qu'on fait une formation, nous, ce qu'on voit dans nos formations qu'on fait tous les jours, c'est que en fait, la plateforme, c'est en fait une sorte c'est un peu une augmentation du formateur. C'est le formateur augmenté le soir qui, du coup, permet d'accéder au QCM, d'accéder aux fiches de révision, de voir ce qu'on n'a pas compris. Nous, pendant le confinement, on ne faisait pas ça avant. On a mis en place des replays de partout. Et on peut voir en replay n'importe quelle formation qui a eu lieu leur journée. Alors c'est pas monté du tout, hein. On voit juste le replay, on voit l'écran du formateur, etc. Mais du coup, il y avait un besoin de nos apprenants de revoir ça. Et du coup, je crois que ce qui est intéressant, c'est justement le travail qu'on peut faire avec les formateurs pour les amener soit à créer leur propre contenu, soit à leur montrer qu'il y a des solutions technologiques qui sont plutôt pour les aider et pour augmenter leur travail. Et on a remarqué que quand on le présentait comme ça, on entraînait beaucoup de monde. Oui, je crois effectivement que c'est la clé, avoir les pédagogues, les enseignants, les formateurs avec soi, parce que la tech n'est pas là pour les remplacer, bien au contraire, pour offrir, tu l'as dit, des outils, des ressources pour augmenter l'expérience d'une certaine manière. Aïda ? On a collaboré avec, c'était un projet qui est assez important en Afrique francophone sur les manuels scolaires. À savoir, c'est que qui dit francophone, c'est-à-dire forcément, ils utilisent des manuels en français à l'école, dans toutes les classes, avec des référentiels. L'écriture d'un référentiel, c'est quand même un exercice assez particulier. Et aujourd'hui, c'est vrai, si on veut que la culture africaine se développe en local, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate dans l'édition, par exemple,
Beaucoup d'auteurs africains, pour se faire éditer, ils viennent en Europe ou bien en Amérique, dans d'autres continents, et que le pays s'appauvrit de ses créateurs, même s'ils publient et qu'ils restent, mais ils n'enrichissent pas du tout le continent. À savoir qu'en Afrique, sur tout le continent, il y a environ 2000 nouveautés par an, et si on parle en France, on est à plus de 60 000 par an. C'est pas manque de formation, manque de savoir-faire éditorial. Et un savoir-faire éditorial manque aussi des formateurs, des professeurs qui puissent enseigner comment j'écris un manuel scolaire. Ça, c'est un acte d'édition et un acte d'enseignement. Et c'est vrai, ce tissu de créateurs d'entreprises culturelles dans le domaine, pour enseigner la culture, elle est mieux enseignée par eux que par nous, avec notre vision occidentale. Il y a quand même mettre la culture dans le contexte d'un pays, dans le contexte d'un continent, c'est assez important. Et on ne saura pas le faire. On peut leur apprendre à faire et faire eux-mêmes. Et ça, c'est, je pense, de là, avant de parler, de dire se former, aujourd'hui, le digital, c'est de l'immatériel. Il faut savoir conserver ce immatériel. À travers l'humanité, dans les bibliothèques, on trouvait les traces des civilisations, les traces de l'humanité. C'était des objets physiques, les chercheurs, les archéologues, ils les ont tracés. Aujourd'hui, notre patrimoine, il est volatile parce qu'on ne le touche pas, il est sur des serveurs, il est virtuel. On sait en Occident le conserver. Dans le continent africain, le digital arrive, on le consomme. Il faut savoir le structurer, il faut savoir le créer, il faut savoir le protéger. Tous ces savoirs, il faut les accompagner, il faut avoir, je dirais, il ne faut pas que ce soit d'une manière sauvage à tous les niveaux. Il faut vraiment démarrer par des briques qui soient assez solides pour construire une société culturelle, construire aussi, permettre à des enseignants qui soient bien formés pour former d'autres enseignants. Le digital le permettra, mais il faut vraiment l'accompagner avec notre savoir-faire pour qu'ils fassent eux-mêmes leur histoire, leur enseignement et le conserver pour les générations à venir. Laura ? Je fais un rebond rapide, Tiffaine, et puis je te jette la balle. Ça m'inspire beaucoup parce que je constate ça aussi sur ces socles fondamentaux. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce que c'est génial de pouvoir enfin parler d'éducation autant, parce que ça fait quand même quelques années que ça y est, c'est parti. Peut-être depuis l'espèce de déferlante des MOOC en 2012, où il y avait les pour, les contre, et puis on s'insurgeait, c'était sanguin, c'était beau. Moi, j'ai décidé d'être prof, je crois que j'avais 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Je faisais l'école à mes nounours, mais je pense que c'est une vocation. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une belle opportunité que nous offre le digital de faire sortir la pédagogie de son silo, puisque maintenant tout le monde s'en mêle. Alors c'est sûr, c'est un peu dans tous les sens parfois, et c'est pas du tout pour aller contre, c'est pour aller avec. Pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire associer des expertises fortes, mais aussi des consortiums d'acteurs, des gens qui ne sont pas pédagogues, mais qui vont se mêler d'éducation, les tiers-lieux qui s'ouvrent, les Fab Labs, les influenceurs qui se mettent à faire leurs propres cours sur YouTube, et puis en fait, ça sert. Et je pense que les EdTech ont un rôle à jouer aussi pour structurer les pratiques, en effet, dans cette jolie jungle, quoi. Voilà. Tiffaine, donc tu as la balle. Oui, merci. Moi je peux vous parler d'un projet qui fait écho à ce que vous avez tous les trois dit. C'est un projet qu'on a mené avec une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc chez Teach on Mars, on travaille beaucoup pour des grandes entreprises, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on aime bien aussi élargir les cibles. Et donc là, cette association est venue nous voir avec une problématique très forte qui est la formation en fait, des personnels médicaux en Afrique, qui s'appuyait jusqu'à maintenant sur une culture orale, donc de transmission orale de bonnes pratiques pour faire de la détection d'anomalies cardiaques chez les enfants. Je
ce que je trouve formidable, c'est qu'ils se sont dit, bah, tiens, on va digitaliser ce savoir-faire parce que si on n'en garde pas trace, il va disparaître. Et c'était une trace orale, donc c'est une personne qui s'est fait filmer en fait, et on a fait comme ça un ensemble de séquences vidéo pour faire du diagnostic donc sur de la chirurgie pédiatrique cardiaque, donc c'est pas non plus des choses faciles à transmettre, et ça permet de former localement donc des personnels médicaux. Alors ils interviennent pas sur place, ils ont aussi beaucoup de problématiques d'équipements vieillissants, comme tu le disais aussi sur la partie édition, mais ça permet de faire des diagnostics et d'envoyer en Europe des enfants qui se font opérer et ensuite ramener, donc ça peut aussi être un exemple concret sur de la transmission orale, sur du savoir-faire médical qui est pas forcément les apprentissages qu'on a l'habitude de voir en formation distancielle, et aussi sur un support qui finalement répond parfaitement à leurs objectifs. Ils sont hyper contents, ils pensaient pas que ça irait aussi loin au départ quand ils ont initié le projet avec nous. Il y a aussi le projet Teach on Earth. Oui. Alors tout à fait, d'ailleurs c'est un petit peu lié parce qu'il y a 2 ans on a décidé de créer une association qui s'appelle Teach on Earth et qui a vocation à mettre notre technologie au service d'ONG. Donc là on travaille beaucoup avec Global Impact sur des formations sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc là c'est une application qui est gratuite que vous pouvez télécharger, que je vous invite à télécharger. Il y a des super formations sur l'environnement, sur l'éducation, bien sûr, sur l'égalité, enfin sur tous les 17 objectifs de développement durable que tu connais par cœur. D'ailleurs, j'imagine, Rémi, parce qu'il y aura une petite interrogation. Le numéro 4, c'est quoi ? Je sais plus, j'ai le projet le 5. Le 4, justement, c'est l'éducation. C'est promouvoir l'éducation dans le monde comme effectivement un facteur pour favoriser le développement des différents pays. Et donc voilà, Teach on Earth, c'est une app à part qui a vocation à aider les associations qui veulent digitaliser du contenu sur cette thématique liée aux objectifs de développement durable. Alors, je suis un peu perdu. Normalement, je regarde dans le chat les questions du public, mais il n'y a pas de chat. Mais il y a un public, ça c'est extraordinaire. Donc, je vous propose, parce que l'échange pourrait durer longtemps, il y a des tas de choses passionnantes, mais j'imagine que ça suscite aussi chez vous des questions. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse quelques instants de réflexion. Pendant ce temps-là, si Nicolas, peut-être je te voyais opiner du chef, là, j'imagine que tu as quelque chose de passionnant à nous dire, ce qui permettra au public de fourbir les premières questions. Non, mais sur les thématiques, tu parlais de ce que vous faites pour les ONG. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'on vient de vivre une période où justement les techs se sont mis au service d'énormément de causes, d'énormément de cas, d'énormément d'ONG. Donc en fait, il y a eu un gros mouvement avec EdTech France qui a été en fait d'ouvrir un certain nombre de technos, on s'est tous demandé qu'est-ce qu'on pouvait offrir de plus. On a essayé de continuer à fonctionner et puis aussi de dire qu'est-ce qu'on pouvait offrir de plus. Et ce qui est quand même des enseignements de la période qu'on vient de vivre, c'est qu'en fait tout le monde a annoncé que Internet allait s'écrouler, puis qu'en fait Internet a très bien fonctionné et nous a permis de tous passer quand même cette période-là. Et du coup, ce qu'on doit se poser comme question, et ce que vous faites avec Teach on Earth, est-ce que on doit tous se poser comme réflexion, c'est justement qu'est-ce qu'on continue à faire dans cette démarche-là. D'ouverture, et puis aussi de mise au service d'un certain nombre d'ONG ou de causes ou du médical quand c'est possible. Donc la première question, la seule question que j'ai, c'est le rapport entre les cultures. Vous avez beaucoup fait le lien. La technologie génère des cultures spécifiques. L'usage des technologies génère des cultures spécifiques. Et j'ai pas besoin de rentrer dans le débat sur les GAFAM, sur ces choses-là. Est-ce que vous le voyez dans les projets que vous menez en Afrique, le fait que ça peut se confronter à d'autres cultures? Vous avez parlé au fait de construire, finalement, de co-construire aussi une culture commune autour du numérique. Comment est-ce que vous le faites et est-ce que ça prend? Voilà, pardon. Moi, je n'ai pas assez de recul pour le dire. Je pense que ça peut générer en tout cas des vecteurs culturels communs.
ça c'est sûr. Après, je pense que tout ce qu'on a dit sur les spécificités culturelles et la richesse du continent africain, justement, dans ses langues et dans ses traditions et dans ses cultures, il ne faut pas le gommer. C'est pour ça que nous on essaie d'avoir une approche très modulaire, très modulable, très appropriable, je ne sais pas si ça se dit, très personnalisable, pour justement essayer de trouver un tronc commun pour que quand même ce soit au service du plus grand nombre, mais sans gommer ces différences. Mais je n'ai pas assez de recul pour donner des exemples très concrets. C'est vrai, nous on intervient en Afrique même un petit peu avant le digital. Et en fait, par manque de papier, manque de livres, on envoyait des livres en Afrique, c'est pas nous, les éditeurs envoyaient des livres scolaires en Afrique pour des enfants qui avaient la chance d'être scolarisés, où on leur apprenait des fruits qu'ils n'ont jamais vus. On leur apprenait, même à la limite, on leur parlait du métro, qu'ils n'ont jamais vu un métro en Afrique. Et l'idée était, avec un certain nombre d'éditeurs français, de former des enseignants sur place pour les aider à écrire des manuels scolaires et s'appuyer sur le tissu local et la culture locale que nous, on ignore une bonne partie, même si on voyage et on a accès à la culture africaine, mais on n'a pas accès en profondeur. Et une fois qu'on a formé ces enseignants, ça leur a permis de travailler et former des éditeurs locaux à faire des contenus, ce qui a permis de faire cette liaison entre les deux, produire des contenus adaptés à leurs enfants, adaptés à leur culture, même s'ils sont dans des écoles francophones ou bien autres. Ça, c'est quelque chose de très important et que le digital facilitera énormément parce que la formation des enseignants, on formait 5-6 chaque année, là on peut former des milliers. Créer une maison d'édition, nous on accompagne en France beaucoup de créateurs, des startups qui créent leur propre maison d'édition avec des contenus digitaux. On aide des jeunes créateurs parce que c'est vrai, la culture, elle est quand même très profonde en Afrique, elle est vraiment très forte. On chante partout, on raconte des histoires, il y a des paysages très variés qu'on n'a pas dans d'autres continents. Il y a vraiment des animaux qui ne sont pas dans des eaux, qui sont dans la nature. Il y a vraiment beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'histoires à raconter, et ils sont fiers de la raconter. Et aujourd'hui, il y a les dernières statistiques, 43% des Africains qui vivent en Occident ont envie de revenir dans leur continent. C'est-à-dire, et tout ça, le digital l'a aidé, l'a accéléré, parce que ça leur donne un potentiel, et que je pense que ces personnes qui vont revenir, le digital va les aider à développer leur activité et tirer la société vers le haut. Moi, je dirais l'enseignement, c'est vrai, l'accès à l'éducation, l'accès à la connaissance et au savoir à travers l'accessibilité du digital, même si elle n'est pas partout et on n'est pas à égalité sur toute l'Afrique, c'est une chance de tirer vers le haut beaucoup de pays et beaucoup des personnes qui restent et enrichir leur continent sur place. Moi, j'avais juste un tout petit complément, parce que j'étais partie sur tout à fait autre chose en termes de culture. Je pensais plus culture numérique, littératie numérique aussi. Et j'ai accompagné un projet qui s'appelle Muséomix, qui est né aux Arts et Métiers il y a quelques années, qui consiste à décloisonner différents secteurs artistiques et d'artisanat pour créer des solutions numériques dans les musées. Bon, c'est un genre de hackathon culturel pour faire très très résumé. Et en fait, c'était la première fois que j'accompagnais un projet assez implanté donc au Sénégal, et c'est un projet open source. Et tout est absolument libre, documenté, accessible. Et donc je fais le lien avec la fameuse crise sanitaire que l'on traverse encore et qui nous a questionné sur comment ouvrir justement les contenus et les données pour pouvoir aussi en faire profiter le plus grand nombre. Pour moi, s'il y a bien une culture à faire évoluer partout dans le monde et pas qu'en Afrique, c'est ça. Parce que qui dit open source ne dit pas je ne fais pas de business. Ce que j'ai constaté en conduisant ce projet open source, c'est que c'était aussi une marketplace et qu'en fait, ça a généré des opportunités d'affaires parce que c'était pendant 3 jours et que les gens avaient le temps de se parler, où je peux voir encore des gens collaborer
parce qu'ils se sont rencontrés sur ça. Donc pour moi, c'était ça. Et l'autre chose, c'était culture en termes littératie numérique, où parfois, avant de parler de web, il faut juste pouvoir aussi accompagner aux usages, comme allumer un ordi et savoir faire du Word, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc aussi, repartir sur des fondamentaux en termes de culture globale, si je peux me permettre. J'ai une petite question. Je vais rebondir un peu sur ce que disait Laura par rapport au business. Je voulais justement savoir, parce qu'Olivier, tout à l'heure, vous avez parlé de pivot. Et je voulais donc savoir comment est-ce que ça se passe, quel est le modèle d'affaires adapté à l'Afrique en termes de business, parce que là, j'ai entendu parler de gratuité de la fac, mais comment est-ce que si on parle de gratuité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou en tout cas un organisme qui finance, quels sont les business models adaptés à l'Afrique dans les tech? Est-ce que ça se passe de la même façon qu'en Occident ou aux États-Unis ou en Asie? Je pense que comme vous êtes là, ce serait intéressant d'en parler. Voilà. Merci. Je vais peut-être clarifier ce point, effectivement. La gratuité de la fac, actuellement, elle est temporaire et elle est juste... elle est liée à la situation actuelle et à la crise sanitaire. En fait, nous, comme je le disais, on s'est lancé 15 jours avant le début de la crise, en tout cas en Europe et en Afrique, donc au mois de mars. Et on s'est dit que c'était vraiment pas le moment de demander à des gens qui étaient dans une situation économique complexe de financer des formations. Et en plus, d'un point de vue marketing, c'était aussi une opportunité pour nous d'acquérir beaucoup plus d'apprenants sur notre application que ce qu'on espérait. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir près de 3000 apprenants actifs sur notre application en moins de 6 mois. Et maintenant, bien évidemment, on a toute notre équipe qui travaille à monétiser cette communauté et à convertir une partie de cette communauté vers des apprenants premium, donc là, qui paieront. En revanche, pour répondre précisément à votre question sur le modèle économique, je vais enfoncer un peu une porte ouverte. Bien évidemment, il faut avoir des tarifs adaptés au continent. En Europe, vous pouvez trouver des formations sur certaines applications financées par le compte formation à 700 €. Nous, on est plutôt à 10, 15 pour 1h30 de formation. On fait face effectivement à une concurrence locale de formation en présentiel. Donc on a vu par exemple des formations de 3-4 jours autour de 250 000 francs CFA, ce qui fait à peu près 300 €, 300-400 €. Donc on a adapté nos tarifs à cette situation, mais pour revenir aux échanges qu'il y avait tout à l'heure, nous notre objectif c'est pas du tout de disrupter l'existant, notamment sur les métiers de la culture qui sont ceux qu'on cible en priorité. Il y a des gens qui travaillent dans des organismes de formation, dans des écoles. Notre objectif, c'est de collaborer avec eux, de compléter ce qu'ils font, de moderniser leur approche. Bonjour, effectivement, les principales questions, c'était sur le business model, parce que ça m'intriguait. Mais je voulais vous poser une question également, parce qu'on parle beaucoup d'Afrique, mais moi qui passe 3 semaines par mois en Afrique, j'ai pas l'impression, et je vais être un peu provocateur, de fréquenter la même Afrique. Je vous le dis sincèrement. Moi, je suis sur le terrain, je suis le fondateur d'un des plus grands événements qui s'appelle AfriCup sur l'innovation africaine. Je reçois des centaines et des centaines de candidatures chaque année, je connais très bien l'écosystème. Et moi, je voulais vous poser une question, est-ce que vous connaissez le marché EdTech africain? Parce que quand on parle du marché EdTech africain, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez les startups locales? Est-ce que vous connaissez les acteurs locaux? Est-ce que vous savez ce qui se passe réellement sur les marchés? Et je ne parle pas uniquement du marché francophone, je parle du marché africain. Parce que les marchés francophones, que ce soit la Côte d'Ivoire ou que ce soit le Cameroun, le Mali, sont totalement différents les uns des autres. Alors imaginez la mosaïque que c'est avec 54 États. Et c'est la question que je vais vous poser parce que, madame, moi je ne me reconnais pas du tout dans ce que vous dites sur l'histoire, le patrimoine et la culture. Il existe des éditions en Afrique, peut-être que vous ne les connaissez pas toutes, mais il existe le recueil de l'histoire générale de l'Afrique qui a été publié avec l'UNESCO et plein de maisons d'édition africaines qui retracent toute l'histoire de l'Afrique, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Il existe des tas de maisons d'édition nouvelles qui ont été créées par beaucoup de gens de la diaspora, qui sont en train de retracer toute l'histoire de l'Afrique pour les jeunes
Et on travaille beaucoup en ce moment sur ce qu'on appelle l'edutainment, notamment au Kenya, au Rwanda. Je travaille beaucoup au Rwanda, avec des structures américaines, où on est en train d'éditer des tas d'ouvrages pour les enfants. On travaille, moi, et Olivier le connaît, j'ai un des plus grands événements dans les industries culturelles créatives qui s'appelle Africa in Colors. Et on a essayé de regarder tout ce qui existait. Et je peux vous assurer que en Afrique de l'Est, il y a beaucoup de maisons d'édition qui se sont développées. Et il y a un genre aujourd'hui qui est en train d'exploser en Afrique, qui est la bande dessinée, ce qu'on appelle les comics. Aujourd'hui, vous avez les comics et vous avez ça c'est vraiment très anglo-saxon dans l'approche, c'est la réappropriation de l'identité culturelle africaine à travers le jeu vidéo ou la BD ou les comics. Et c'est un phénomène, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Aujourd'hui, rien que, parce qu'on parle des industries créatives de l'EdTech, vous avez 500 millions de joueurs sur le mobile gaming. Qui s'occupent de quoi? Ce sont toutes des histoires africaines. On prend la dernière que j'ai accompagnée, c'est Tomali, Sundiata Keita, le grand empereur malien. C'est un jeune qui retrace toute l'histoire. Vous avez en Côte d'Ivoire un jeune qui est en train de faire une infographie, un site d'infographie sur tous les grands personnages africains, sur toute l'histoire africaine. Et comme ça, partout en Afrique, vous avez une émulsion qui est en train de se passer, dont on ne parle jamais ici. Mais il faut être sur le terrain pour le voir. Et ou du côté anglo-saxon, c'est malheureux. Excuse-moi, Olivier. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, j'ai pas l'impression de vivre la même Afrique, c'est ce que je veux dire. J'étais un peu provocateur. Je conçois aisément qu'il y ait beaucoup de problèmes au niveau de l'électricité, au niveau des connexions. Certes, que l'aspect digital ne peut être fait que dans les grandes villes, puisqu'on oublie que 80% de la population se trouve aussi dans les campagnes et que les campagnes sont totalement délaissées et qu'il faut trouver une autre forme d'éducation. Est-ce que c'est l'éducation digitale? Je suis conscient de tout cela. Mais il y a un mouvement qui est né de la jeunesse africaine qu'on ne voit pas ici. Et c'est ça que je voulais vous faire prendre conscience. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un mouvement, certes, de la jeunesse africaine et qu'il y a une classe moyenne émergente assez importante. Le problème aujourd'hui qui se trouve, il n'y a pas des statistiques locales qui sont, disons, pour identifier, il n'y a pas des annuaires, c'est pas, la chaîne, elle n'est pas structurée telle qu'elle s'est structurée en Europe ou en Amérique ou ailleurs. Ce qui nous permet aussi, les informations qui nous arrivent, la distribution du livre. Vous parlez des campagnes. Les chemins, les routes, il y a vraiment des problèmes d'infrastructure assez importantes pour acheminer ce bien physique à travers des librairies, à travers des bibliothèques. Même s'il existe des choses, je suis partenaire avec l'UNESCO, je travaille depuis très longtemps et j'ai travaillé avec l'UNESCO sur un projet qui était la donation du livre, la charte de la donation du livre, pour ne pas balancer que l'Afrique n'est pas la poubelle des livres qui sont invendus en Europe ou en Occident. Je connais cette problématique-là, mais par contre, c'est vrai, ça manque une structuration telle que ça existe en Occident pour attirer. Pourquoi aujourd'hui il y a des auteurs africains qui partent ailleurs être publier leur histoire, publier leur savoir ailleurs, par manque de cette structuration locale. Et aussi par rapport à la population aujourd'hui grandissante en Afrique, le digital, il est impératif, mais même pour nous, on n'aura pas assez de papier pour fournir le monde entier. Il n'y aura pas assez. Le tirage moyen en Afrique pour un livre local, c'est 500 livres. Forcément, la visibilité, elle est... Ça, c'est des statistiques qui existent, qui ne sont non officielles, parce que nous n'avons pas des statistiques officielles qui nous arrivent pour dire dans tel pays, le tirage, il est de tel... c'est vrai, la traçabilité à travers le numérique, elle peut l'être quand même beaucoup plus pertinente. Merci Aïda. Je me permets de te couper et de rebondir sur ton point, Mohamed. Parce que tu fais une parfaite transition avec la table ronde d'après, où l'Afrique, ou en tout cas des afro-descendants,
des Franco-Africains seront bien représentés. Et je voulais dédouaner aussi nos intervenants en disant que l'objectif de cette table ronde, c'était aussi de discuter des opportunités pour la tech française qui se trouve en Afrique. Et effectivement, ça aurait été très intéressant qu'on ait des représentants de la tech africaine, mais du fait de la situation sanitaire, tu conçois que c'était compliqué de les faire venir. Donc, il y a sûrement des ponts, à faire avec EdTech France. Moi, en tout cas, moi, j'ai dirigé pendant plusieurs années une filiale de ma boîte en Afrique du Nord, donc j'étais beaucoup, et j'ai organisé 2 années de suite un très gros événement qui était un concours de développeurs qui s'appelait Open du Web, et sur lequel on réunissait plusieurs milliers de développeurs, et du coup je partage le dynamisme et en tout cas on avait une société de quasiment 50 développeurs sur place, et du coup avec effectivement des pépites à l'intérieur. Mais sans doute, on devrait faire sans doute de meilleurs ponts, et d'ailleurs on pourrait charger notre délégué général de s'en occuper, avec des headtech de l'Afrique. Voilà, exactement. Peut-être une dernière intervention. Je voulais juste compléter aussi la réponse d'Olivier par rapport à ce qu'avançait Mohamed à l'instant. Alors effectivement, nous on est assez récent dans cette activité, on ne connaît pas mécaniquement l'ensemble de l'écosystème des startups en Afrique. D'ailleurs, je m'interroge sur le fait qu'on puisse parler d'un écosystème des startups africaines. Je pense qu'il est assez atomisé entre le Maghreb, l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone. Nous, on travaille surtout beaucoup en ce moment sur le tissu d'Afrique francophone. Donc, on était au Dakar Digital Show l'an dernier. Forcément, depuis quelques mois, c'est un peu entre parenthèses. En tout cas, on est actuellement, une des rares startups françaises à avoir intégré un programme de l'AFD et de IEP Partner qui s'appelle le Social and Inclusive Business Club, Business Forum, je crois, qui accompagne pendant 6 mois 60 startups africaines. On est 3 Français dedans. Donc c'est aussi un moyen de tisser ce réseau et de voir d'ailleurs quelles sont les demandes et les activités. Il y a énormément d'activités plutôt agriculture, santé, et la culture occupe une place, mais elle n'est pas prioritaire. Et effectivement, côté anglophone, on sait aussi que Rwanda, Nigeria, Ouganda, Kenya, il y a un tissu extrêmement actif. Et c'est vrai que on cherche à avoir les ponts pour accéder, nouer des partenariats, mais on n'a pas une vision exhaustive à ce stade de ce tissu-là, et on sait qu'il est extrêmement dynamique. Un micro-exemple, une des formations que la fac a embarquée récemment, éditée historiquement par Asfored, c'est une formation sur les comics, et effectivement, elle marche super bien. Donc ça, c'est une formation que la société Daida Asfored a produite. Effectivement, on constate que sur l'application, elle rencontre un engouement et que nous, on est ravis de pouvoir la proposer à nos publics sur le continent. Un tout dernier élément également sur le business model. On parlait de la question de la gratuité et en gros de la génération de valeur pour les acteurs qui sont concernés. Nous, on essaye avec la fac de créer de la valeur en fait pour toutes les parties qui sont associées. En gros, notre philosophie, c'est d'aller chercher de l'expertise académique, de formation, de l'expertise professionnelle la plus qualifiée, la meilleure, en France, en Europe ou en Afrique, de transformer les parcours de formation qui sont proposés en parcours mixtes, à la fois mobile, classe virtuelle et présentielle, et de s'associer avec des partenaires locaux au Sénégal, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir localiser ces contenus de formation et pouvoir distribuer également le présentiel. Et on parlait de la question de la disruption et de la valeur qui peut être créée pour les acteurs en Afrique de la formation. Nous, très clairement, dans ce modèle-là, quand on va chercher des financements privés, publics, de la part de bailleurs internationaux ou bilatéraux, il y a de la valeur et du flux financier qui est orienté vers les acteurs de la formation en Afrique, qui sont encore assez peu avancés sur le digital, il faut le reconnaître. L'ISMA au Bénin, c'est une bonne école de formation au métier de l'audiovisuel, mais il y a quasiment rien en digital. Et l'idée pour nous, c'est de venir compléter, étoffer les parcours de formation et l'offre que va pouvoir fournir cette école à ses apprenants, en plaçant des parcours digitaux en entrée de formation et en suivi également. Et le présentiel se fera comme il se fait aujourd'hui, mais au moins on étoffe et on élargit l'expérience de formation pour les apprenants, que ce soit de la formation initiale ou de la formation continue. Et ça, c'est rémunéré et ça crée de la valeur pour les acteurs de la formation en Afrique.
Merci beaucoup. Vous avez remarqué que l'animation de cette table ronde m'a échappé en même temps que le micro, mais chef d'orchestre sans baguette, on voit que c'est pas simple, c'est un métier. Et en tout cas, je vois que ça a vécu, et ça c'est bien. Ça veut dire qu'il y avait des échanges qui étaient passionnants et qui se poursuivront, à n'en pas douter, après cette table ronde et surtout après la seconde, parce qu'on va être obligé de déguerpir, les amis, on a pris un peu de retard, mais c'est pour la bonne cause. Merci à tous d'avoir été présents. J'espère que demain, il n'y aura pas un nouveau cluster EdTech. Et pourtant, j'aime les clusters EdTech, mais pas ceux-là. Voilà, merci à tous les intervenants et au public. Et je cède le micro, mais il faudra d'abord qu'on le lave avant que tu puisses le prendre. Merci à tous.